4 otages français du Sahel restés sur France 24. C'est à vous, Aude. Merci beaucoup, Pauline. Alors effectivement, une information attendue qui finalement ne l'était pas. Ça a été une surprise immense aux alentours de 18h, heure de Paris, quand dans les salles de rédaction, nous avons été informés par un urgent que François Hollande annonçait la libération de ces 4 otages français qui avaient été enlevés au Niger. Donc c'était il y a 3 ans, le 16 décembre 2010, des otages dont nous étions sans nouvelles, si ce n'est une vidéo qui avait été dévoilée au mois de septembre, le 16 septembre, une vidéo qui datait du mois de juin et dans laquelle les otages semblaient en bonne santé. Donc cette information qui nous est parvenue à 18h. Le président était lui en déplacement à Bratislava. Je vous propose de l'écouter. Ravi, il a fait son allocution après avoir annoncé, évidemment après avoir passé un coup de fil aux familles pour leur annoncer cette issue extrêmement heureuse. Daniel Larib, Pierre Legrand, Marc Ferré, Thierry Doll, emprisonnés depuis le 16 septembre 2010. 3 ans. 3 ans d'épreuve pour ces ressortissants, capturés, détenus par des geôliers sans scrupules. 3 ans. 3 ans de souffrance pour des familles qui vivaient un calvaire et qui sont aujourd'hui soulagées. Alors nous allons évidemment accompagner cette information jusqu'à 20h, heure de Paris, avec nos chroniqueurs, avec des invités, avec des proches aussi des anciens détenus qui ont été donc libérés il y a quelques heures. Pierre Legrand, Daniel Larib, Marc Ferré et Thierry Doll. François Hollande vient de rappeler leur identité ce soir, des noms qui nous étaient familiers, qui l'étaient davantage d'ailleurs depuis le mois de septembre, puisque leurs proches avaient décidé de communiquer davantage, d'être dans l'action afin que ces otages ne tombent pas dans l'oubli. C'est réussi. Je vous propose de revenir sur le déroulement de ces 3 dernières années et des années de mobilisation. Voici la première photo des otages, les Français Thierry Doll, Daniel Larib, Pierre Legrand et Marc Ferré, mais aussi ceux qui seront libérés 5 mois plus tard. Françoise, l'épouse de Daniel Larib, ainsi qu'un Togolais et un Malgache. Ils travaillaient pour le groupe Areva et un sous-traitant de Vinci. Tous ont été enlevés le 16 septembre 2010, ici à Arlit, la capitale des mines d'uranium située dans le nord du Niger. Les Français ont été enlevés à leur domicile. Voici celui des époux Larib. En pleine nuit et malgré la présence de gardes non armés issus de sociétés privées. À l'époque, le gouvernement nigérien décline toute responsabilité. Si l'opération a pu se réaliser, c'est parce que la sécurité du personnel d'Areva n'était pas assurée par les forces de défense et de sécurité du Niger. Ce n'est pas un reproche que nous adressons à Areva, c'est un constat que nous avons fait. Très vite, l'enlèvement est revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Dans un premier document d'avril 2011, les otages demandent au président de l'époque, Nicolas Sarkozy, de retirer ses troupes d'Afghanistan. De leur côté, certains proches, comme ici le frère de Pierre Legrand, tentent à leur façon d'obtenir leur libération. Ce message s'adresse à monsieur Abou Zayad. Nous avons bien entendu vos messages, et notamment quand vous vous dites ouvert à toute négociation. Un message adressé à Abou Zaïd, à l'origine de l'enlèvement. Le commandant d'AQMI pour le Sahel est tué en mars 2013 dans le massif des Iforas lors de combats. C'est là qu'il aurait détenu, selon des témoins, les 4 otages. Mais après l'intervention française au Mali, les familles craignent des représailles. Depuis la prise d'otages, ce sont elles qui organisent la mobilisation. Pour le 3e anniversaire, les portraits des 4 Français ont été hissés sur les murs de l'hôtel de ville à Paris. Le gouvernement ne peut pas laisser ses citoyens français de côté et qu'après, il est de leur devoir d'envisager des solutions pour que leur retour soit effectif le plus rapidement possible. Un 3e anniversaire marqué par l'espoir. Les ravisseurs ont envoyé une ultime vidéo datée de juin dernier. On y voyait alors les 4 otages français vivants et visiblement en bonne santé.
Annonce faite donc ce soir par le président François Hollande qui a très largement remercié le président nigérien pour son intervention dans cette libération. On aura l'occasion d'y revenir avec nos invités Gauthier Rybinski et Mathieu Mabin. Nous avons rejoint sur ce plateau. Gauthier Rybinski, vous allez nous donner votre éclairage international sur bien évidemment ce développement. Et puis Mathieu, vous connaissez très très largement la région. Vous avez couvert les interventions, l'opération Serval au mois de janvier. Et puis vous étiez évidemment sur place au Mali pour couvrir toute l'arrivée au pouvoir des islamistes dans le nord de la région. Alors, le Mali et le Niger, évidemment, entrent en interaction. Il y a évidemment des liens très très forts, surtout quand il s'agit des otages, parce qu'il y a une frontière qui est très poreuse, il y a des circulations, une sorte de transhumance des otages. Je vous propose de faire un point tout d'abord avec Serge Daniel, qui est notre correspondant à Bamako. Serge, comment a été perçue tout d'abord cette annonce du président français, la libération donc de 4 de nos compatriotes? Alors, ici à Bamako, au Mali, il y a un ouf, et cela, je crois, les gens disent, écoutez, finalement, ils sont libres, heureusement, ils sont libres. Nous avions honte de savoir que notre pays était un entrepôt d'otages, que les otages étaient chez nous, ils sont libres aujourd'hui. C'est vraiment un sentiment d'abord. On est un peu à... La semaine dernière, les négociations avec libération des Serge, je trouve que la communication est trop mauvaise pour qu'on puisse vous conserver. J'en suis désolée, j'espère qu'on aura l'occasion de vous retrouver dans ces prochaines minutes. Nous sommes en ligne aussi avec Frédéric Gallois, qui est un ancien commandant du GIGN. Je vous remercie beaucoup de réagir sur notre antenne parce que la question que l'on se pose, c'est comment peut-on obtenir une telle issue heureuse, alors que tout cela semblait quand même assez compromis ces derniers mois? Mais, je crois qu'il faut souligner que le kidnapping est le mode d'action de la négociation pour les terroristes. Cela veut dire qu'à partir du moment où ils prennent des otages, ils les emmènent quelque part et ils prennent le soin de les faire vivre, de continuer à les garder. C'est pour une seule et unique raison, c'est pour une contrepartie. Cela veut dire qu'il y a toujours un espoir à partir du moment où les otages sont vivants, c'est qu'il y a une raison à la prise d'otages, qui est en l'occurrence un kidnapping, c'est qu'il va y avoir une concession qui va être demandée à la partie, en l'occurrence la France, pour obtenir la libération. Le kidnapping est le mode d'action de la négociation, avec l'idée qu'il faut que les deux parties s'entendent. Donc c'est comme une sorte de partie de cartes, si vous voulez, où chacun va battre une carte jusqu'à ce qu'on va trouver un terrain d'entente. Voilà comment ça se passe, et il faut tenir jusqu'au bout avec l'espoir d'arriver à s'entendre pour les deux parties. Donc il y a toujours un canal de dialogue qui est maintenu et qui transite par des médiateurs qui peuvent être d'autres gouvernements, tels que le Niger. Oui, exactement, très souvent. Il n'y a pas de contact direct, on va dire, mais par contre, les services, notamment la DGSE ou les intermédiaires politiques, passent par des canaux un peu non conventionnels. Ce sont des personnes qui vont relayer des informations, relayer des revendications, qui ensuite vont relayer des concessions. Alors on accepte, alors la concession est très souvent de l'argent, mais ce n'est pas uniquement de l'argent, ça peut être aussi des concessions politiques, des libérations de frères d'armes qui sont en prison, des autorisations de se déplacer, de mouvements, etc. dans le pays. Donc on va passer par des relais non conventionnels, et c'est pour ça que ça dure aussi très très longtemps. Sachant que chaque information qui est donnée doit être vérifiée. Est-ce que l'on parle au bon interlocuteur ? Est-ce que c'est lui qui a le pouvoir de décider, etc. Donc ça peut prendre des mois et des mois, ne serait-ce que pour faire passer des informations, de les vérifier, et ensuite on attend la réponse de la partie qui est en face, et on va ensuite dire est-ce qu'on est d'accord, est-ce qu'on n'est pas d'accord. C'est vraiment, on va dire, on peut donner l'image d'un jeu de cartes où il faut qu'on s'entende. Mais à partir du moment où les otages sont vivants, il y a toujours un espoir, parce que s'ils gardent des otages vivants, c'est parce qu'ils en attendent une contrepartie, il n'y a pas d'autre raison. Je vous remercie beaucoup Frédéric Gallois. Mathieu Mabin, est-ce que cette issue vous a malgré tout surpris parce qu'on sait que les islamistes s'étaient extrêmement durcis depuis l'intervention française au Mali et depuis leur déplacement vers l'extérieur du pays? Oui, et puis il faut se souvenir que lorsque le président de la République française a décidé d'engager la force armée française au Mali, il a quasiment fait le deuil des otages. Il faut se souvenir du problème face auquel il était à ce moment-là. Il savait qu'intervenir
intervenir au Mali en janvier de cette année, il y a moins de 10 mois maintenant, c'était quasiment annuler toutes les négociations qui avaient été engagées d'ores et déjà à l'époque. C'était repartir au point de départ, repartir à zéro, voire menacer directement la vie des otages. L'État français s'attendait à ce que ces groupes islamistes qui détenaient les otages français, pas seulement les 4 d'Arlit, les autres également, utiliseraient évidemment ces otages pour gêner le déroulement des opérations, empêcher le déroulement des opérations. Intervenir au Mali en janvier 2013, c'était quasiment renoncer aux otages, c'était quasiment les sacrifier. C'est pour cela que les militaires... D'où l'étonnement du dénouement aujourd'hui, parce qu'on ne s'y attendait vraiment pas. Et on s'est rendu compte tout au long du déroulé de la crise que finalement, ces groupes islamistes avaient décidé de ne pas engager les otages français pour peser sur la crise. Jamais ils n'ont été montrés pour empêcher le déroulement des opérations, comme s'ils avaient une valeur supérieure, comme si ils avaient déjà admis qu'il y aurait un après-crise. On est dans l'après-crise aujourd'hui, et finalement, ils sont réapparus et ils ont été libérés, contre toute attente. Donc on se dit qu'aujourd'hui, ils ont coûté très cher, ces otages. C'est très difficile à dire. La France a toujours, en tout cas ces dernières années, nié verser des rançons. François Hollande est très probablement le président de la République des dernières décennies qui a tenu les propos les plus fermes dans les dossiers de prise d'otages. Il faut se souvenir que au début de la crise au Mali, au début de l'engagement de la France au Mali, François Hollande a déclaré qu'il n'assumerait pas de verser une rançon qui servirait à acheter des cartouches qui tueraient des soldats français et maliens. Ce qui était extrêmement finalement direct, assez franc, et qui avait été encaissé par les familles des otages. On se souvient de leur réaction. Il était difficile de le dédire, cela avait du sens, mais encore une fois, difficile à encaisser. Je vous propose d'écouter à nouveau François Hollande, qui lors de sa déclaration, tout à l'heure, lors de son allocution, a très largement remercié le président nigérien pour son aide dans ce dossier. Je veux exprimer toute ma gratitude au président du Niger, qui a réussi à obtenir la libération de nos compatriotes. Je pense néanmoins encore à ces 7 otages français, toujours détenus. Je leur dis, ce message simple et vrai, ne perdez pas espoir, ne perdez jamais espoir, et la République est là, toujours solidaire. Gauthier Rivitsky, quel rôle a pu jouer le chef de l'État nigérien et l'État nigérien dans ce dossier ? L'État nigérien s'est senti d'emblée coupable de ce qui s'était passé, dans la mesure où l'enlèvement en 2010 des otages français s'est fait sans coup férir, quasiment. Avec très peu d'employés de sécurité autour de leur logement. Sur le site donc d'Areva. Sur le site d'Areva, on a même soupçonné les quelques employés de sécurité d'avoir été des sortes de passeurs entre les terroristes, entre les preneurs d'otages et les otages. Bref, il y avait une question de crédibilité du Niger à rétablir. Donc, il paraît assez certain que le président Issoufou ait tout fait pour que le Niger parvienne à obtenir des informations d'abord, donc très probablement à servir d'intermédiaire entre la France et les preneurs d'otages. Et puis, vous savez qu'il y a tout au centre, puisque les otages y travaillaient, il y a cette entreprise, cette gigantesque entreprise d'Areva, qui est spécialisée dans l'extraction d'uranium, et d'uranium nigérien en l'occurrence. Et à ce propos-là, il est certain que depuis quelques années, la France a un petit peu pas baisser les bras, mais reculer un peu ses abattis sur le Niger, pensant qu'il y avait d'autres sites comme le Canada ou le Kazakhstan qui étaient beaucoup plus avantageux pour l'extraction de l'uranium. Et moins dangereux. Et moins dangereux, effectivement. Et en rendant ce service à la France, l'État nigérien, d'une certaine manière, dit, vous voyez, comme nous pouvons être utiles, comme nous pouvons vous aider en cas de problème particulièrement dramatique, alors ne nous abandonnez pas, ne laissez pas tomber, c'est aussi vital pour nous. C'est un message probablement que le pouvoir nigérien a voulu faire passer à travers son action dans cette affaire.
Mathieu, vous aviez un mot à ajouter ? Oui, de toute façon, le Sahel est devenu un champ de bataille commun aux nations qui composent le Sahel et aux côtés desquelles se sont rangées les armées africaines de la CEDEAO et la France, évidemment. Évidemment que chacun dans la région a intérêt à coopérer en bonne intelligence avec notamment les nations occidentales qui sont engagées dans ce dossier. Le Niger est un pays frontalier du Mali qui a été considérablement impacté par la crise malienne, par la présence de groupes djihadistes sur le sol malien. Avec un déplacement des islamistes, avec un déplacement des islamistes et surtout Mmh. la perspective que la même chose arrive au Niger. Il faut se souvenir dans quel état était le Mali il y a un an. C'était une menace qui pesait lourd sur les pays frontaliers et notamment sur le Niger. Donc évidemment cette coopération était de bon sens. Nous sommes en ligne avec Pierre Kamat. Bonsoir, je vous remercie beaucoup de réagir sur notre antenne. Vous avez été otage au Mali entre novembre 2009 et février 2010. Quand vous avez appris cette nouvelle en fin d'après-midi à Paris, cette libération de Pierre Legrand, Daniel Laribe, Marc Ferré et de Thierry Dolle, quelles images cela a-t-il réveillé ? Eh bien, écoutez, d'abord, j'ai ressenti une grande joie, une très très grande émotion, puisque forcément ça me renvoie aussi à ma propre expérience du moment de cette libération, où les minutes qui ont suivi ma libération, je roulais dans le désert en direction de la liberté. Et c'est un moment absolument très très fort qui revient là maintenant à cette occasion. Et puis j'ai aussi tout de suite eu une pensée vers des familles dont j'ai rencontré certaines et la joie qu'ils devaient éprouver et après ces longues années de séparation, de détention. Donc voilà. Comment se passe la prise de contact avec la France, avec les personnes qui sont là pour vous accueillir après cette détention? On sait en ce qui concerne ces otages qu'actuellement Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian se trouvent à Niamey. Ils sont reçus par le président. Ils vont ramener en France nos compatriotes. Comment est-ce que se fait ces retrouvailles avec la France? Bah, écoutez, il faut aussi penser que on est là on vit des moments très très particuliers. On est sur un nuage. On comprend pas trop ce qui arrive. On n'ose pas y croire. Ce qui fait que les choses, elles vont très très vite. On va d'un avion à un autre. On arrive, on est pris en charge, tout va très très vite, tout se déroule, on ne maîtrise absolument rien, on rencontre des personnes, on rencontre d'autres. Pour moi personnellement, ça s'est fait en plusieurs épisodes. Je suis arrivé à Bamako, pris en charge par des services secrets du Mali, ensuite transféré à l'ambassade, ensuite j'ai rencontré des gens qui étaient venus me chercher. Le soir, nous nous sommes retrouvés au palais de Koulouba. J'ai rencontré Nicolas Sarkozy, j'ai rencontré M. Kouchner, j'ai le ministre, le président également du Mali. Ensuite, il y a eu conférence de presse à minuit et demi sur la terrasse du palais avec des centaines de journalistes. Ce sont des choses qui défilent tellement vite comme ça que comment dire, on ne maîtrise pas grand-chose et on se laisse aller, quoi. Oui, et on comprend en même temps votre émotion très forte au moment où ça se déroule, puisque vous avez cristallisé parfaitement tout ce déroulement malgré sa rapidité. Est-ce que vous avez pu retourner au Mali, ou est-ce que c'est un pays, une zone dans laquelle on ne retourne plus après de tels événements? Bah, écoutez, professionnellement, comment dire, il n'y a rien qui m'obligeait à retourner au Mali, et que pour l'instant, je suis encore tellement marqué par cette histoire que je ne me vois pas poser le pied sur le sol du désert malien sans que je redoute des émotions et des choses très très pénibles qui me reviennent dans la figure, quoi. Donc pour l'instant, je n'envisage pas de retourner au Mali. Je n'ai pas dit que je ne le fasse pas un jour, comme pour un peu exorciser ces sentiments que j'ai, ces émotions que je ressens. Mais pour l'instant, de toute façon, vu la situation encore d'insécurité
qui règne, je ne vois pas se profiler la date à laquelle je vais retourner au Mali. Est-ce que vous auriez envie de transmettre quelque chose à ces 4 ex-otages pour leur retour en France? J'aimerais, on ne se connaît pas, je connais un peu leur famille pour certains. J'aurais envie d'être là en bas de l'avion et de les prendre dans les bras et de leur dire bienvenue en France. Parce que on a vécu des choses identiques et il y a une sorte de solidarité qui se crée comme ça entre personnes, même si on ne se connaît pas. Et donc voilà, ce sont ces sentiments-là qui vont vers eux actuellement, vers leur famille. Mais je voudrais aussi avoir une pensée pour les familles qui ont également encore des otages qui ne sont pas libérés, que je pense à elles, et notamment par exemple à la fille de Serge Lazarevitch qui attend impatiemment sans nouvelles la libération de son père. Au Mali, là aussi. Je vous remercie beaucoup Pierre Kamat d'avoir réagi sur l'antenne de France 24. Effectivement, je le rappelle, il y a encore 7 détenus français à l'étranger, hors de nos frontières, en Afrique de l'Ouest, mais aussi en Syrie. Alors on évoquait à l'instant la réaction des familles, des proches de Pierre Legrand, de Daniel Laribe, de Marc Ferré et de Thierry Doll, assez dubitatif au début, malgré le coup de fil du président Hollande ce soir en fin d'après-midi. Il commence progressivement à réaliser. Je vous propose d'écouter la grand-mère de Pierre Legrand, Marie-Thérèse Robert. Elle était sur notre antenne un petit peu plus tôt. Une très très grande joie. On espérait ce jour, mais depuis, je crois que c'est 1139 jours, je crois que c'est exactement le nombre de jours depuis le jour de l'enlèvement. Donc on attendait, et c'est vrai qu'on commençait à se dire, est-ce que ce jour arrivera ? Et ce soir, à 5 heures, quand mon mari est rentré, c'est lui qui a eu le coup de téléphone. Il m'a dit, assieds-toi. Bon, j'ai dit, je suis pas fatiguée, j'étais éplucher des pommes. Il m'a dit, je viens d'avoir le président de la République, Pierre est libéré. Et alors là, c'est l'explosion de joie. Je suis tombée dans les bras de mon mari, j'ai pleuré d'abord et depuis, nous sommes très heureux. On a eu très peur au moment de la guerre au Mali. Là, on avait peur du téléphone, parce que je crois que jour et nuit, on avait peur de recevoir un coup de téléphone. Là, on sait que les otages étaient vraiment en danger, et là, on a eu très peur. On a essayé de mener une vie normale depuis 3 ans, mais il y avait toujours ça, jour et nuit, qui était présent, et on pensait en lui, en pensant à lui, nos pensées le rejoignaient. On tenait, comme on disait, parce que lui, il faut qu'il tienne. Il saura bien retrouver, oui, le chemin de la maison, et papy et mamie, comme ils nous appellent, seront là pour l'accueillir. Roland Jacquard, je vous remercie d'être en ligne avec nous et de réagir sur l'antenne ce soir. Est-ce que ces libérations vous ont surpris dans le contexte actuel de guerre au Mali et dans la région contre les islamistes ? Alors bien sûr, la première réaction, c'est d'être fortement surpris à partir du moment où la guerre est engagée, la France est engagée dans une opération militaire très forte, l'opération Serval au Mali. On pouvait penser qu'à ce moment-là, les preneurs d'otages allaient se durcir ou allaient multiplier des négociations de plus en plus difficiles. Or, depuis la mort de leur chef Abou Zaïd, qui a été tué par les forces françaises et tchadiennes, le nouveau responsable de la Katiba qui avait enlevé les otages français, il s'appelle Abou Zaïd El Jazairi, était quelqu'un qui n'avait pratiquement aucun pouvoir réel. Il est lui-même en difficulté avec le chef national d'AQMI. Il a été plusieurs fois approché par des émissaires et français et touaregs envoyés par le président du Niger, Mamadou Issoufou, auquel il faut rendre un hommage aujourd'hui parce qu'il a joué un très grand rôle dans cette libération. Et puis aussi, ce qu'on dit peu, c'est que les forces françaises spéciales n'ont pas arrêté depuis l'opération Serval de suivre pratiquement en géolocalisation et en écoute électronique le déplacement des preneurs d'otages
Et donc, ils ont participé largement à cette libération en faisant pression également sur ces preneurs d'otages. Oui, on parle aussi d'un rôle de l'Algérie. Oui, l'Algérie a joué un rôle parce que l'Algérie, qui connaît bien le groupe Ansar el-Din, qui est un groupe qui a joué un rôle important au Mali, un groupe Touareg qui a joué un rôle important au Mali ces dernières semaines, l'Algérie avait des négociations avec un certain nombre de responsables Touareg de ce groupe Ansar el-Din, et puis aussi les Algériens avec les Français, mais ça, c'est couvert un petit peu par le secret militaire. Ils ont joué un grand rôle dans la localisation des téléphonies, qui est la localisation géostratégique des preneurs d'otages. Le directeur actuel de la DGSE, M. Bajolet, qui a mené toute cette opération, et je vous le rappelle, un ancien ambassadeur de France en Algérie. Ce que l'on comprend en tous les cas avec ce dénouement, c'est qu'il y a une collaboration nécessaire entre tous ces pays frontaliers dans la région, puisqu'aujourd'hui les otages se déplacent. Oui, mais c'est une région qui est très perméable, où les otages peuvent se déplacer. On a cru à un moment donné même que nos otages allaient être déplacés vers la Libye, où ça aurait été beaucoup plus grave, parce que là, ils auraient été pris en main par le groupe des Mourabitoun de Mokhtar Belmokhtar, qui est aujourd'hui le chef d'AQMI le plus dangereux. Mais fort heureusement, ils étaient restés dans la région qui était contrôlée de l'extérieur par les forces militaires françaises, maliennes et du Niger. Et ça a permis une négociation accentuée par une pression militaire très forte sur les preneurs d'otages. On entend qu'il y a donc des contacts qui n'ont quasiment jamais cessé avec différents médiateurs. C'est une zone qui reste néanmoins extrêmement dangereuse. C'est une voie qui est très dangereuse. Vous avez un négociateur français qui s'est beaucoup impliqué, qui est d'ailleurs lui-même un ancien des forces spéciales françaises, qui s'est beaucoup impliqué sur le terrain, qui a été blessé, qui a été soigné en France, qui est reparti, qui était au contact direct avec les preneurs d'otages. Et puis vous avez eu, par exemple, un ministre actuel du gouvernement du président du Niger, de Mohamed Issoufou, un de ses ministres, qui a travaillé d'ailleurs pour Areva et qui est un responsable touareg qui s'est énormément impliqué. Et c'est vrai que ces gens peuvent à un moment donné risquer leur vie ou être pris eux-mêmes en otage. Donc il faut saluer tout ce travail d'équipe et de négociation depuis plusieurs mois. Je vous remercie beaucoup, Roland Jacquard. Gauthier, vous vouliez rebondir ? Oui, Roland Jacquard, est-ce que d'après les éléments dont vous disposez ce soir, est-ce que vous pouvez dire qu'il s'agit d'une libération par négociation, ou bien, comme vous signaliez que les services français disposaient d'engins de localisation des otages, eh bien, il y a eu une libération, c'est-à-dire manu militari ? Je pense qu'il y a eu un ensemble des deux. Je vais vous faire une réponse de diplomate, mais il y a eu un ensemble des deux. Il y a eu des négociations, ça c'est sûr et certain. Et les négociations qui ont été menées par différents groupes, un groupe dirigé par un Français habitué de ce genre de négociations sur le terrain. Je vous dis, un certain nombre de négociateurs d'Ansar el-Din, un groupe Touareg proche de l'Algérie, des négociateurs proches du président du Niger, Mohamed Issoufou. Mais tout ça était sous le contrôle des services de renseignement français, notamment de la DGSE, qui a complètement dirigé cette opération en relation avec les forces spéciales qui n'ont jamais perdu de vue l'endroit où se trouvaient les otages et qui ont toujours été derrière les négociateurs. Donc peut-être y a-t-il eu, en fin de compte, une pression importante faite sur le groupe qui détenait les otages, ou peut-être même y a-t-il eu une opération spéciale. Mais c'est difficile de le dire avec certitude aujourd'hui, encore maintenant. Je vous remercie Roland Jacquard et je pense qu'il sera même difficile de dire un petit peu plus tard, ce sont toujours des issues qu'il est compliqué de dénouer et de clarifier parfaitement. Ce qui compte, c'est que nous avons appris ce soir aux alentours de 18h la libération de Pierre Legrand, Daniel Laribe, Marc Ferré et Thierry Doll. Ils se trouvent en ce moment à Niamey, à la présidence, reçus par le président. Laurent Fabius et Jean-Yves Le Drian sont déjà sur place, ils les ont rencontrés et selon Laurent Fabius, ce soir, eh bien, ils sont en très bonne forme. Clémence Dibou, vous êtes avec nous depuis tout à l'heure sur ce plateau puisque vous suivez toutes les réactions sur la toile, les commentaires, les tweets et évidemment la manière dont on en parle dans les médias mais aussi sur les réseaux sociaux. Oui, alors comment ça s'est passé sur les réseaux sociaux ?
avant même les premières dépêches, on a commencé à voir des tweets circuler vers 18h. C'était des journalistes qui accompagnaient le président de la République en déplacement en Slovaquie. Avec ce premier tweet, par exemple, Hollande annonce la libération de 4 otages d'Arlit. On n'en sait pas plus sur ces premiers tweets. Et puis viennent tout de suite après les soulagements, les émotions, les tweets de félicitations se multiplient. L'une des premières à réagir, c'est la sénatrice UMP des Français de l'étranger. Joie et soulagement après la libération des 4 otages français d'Arlit détenus au Niger. Une pensée pour les 7 autres encore détenus dans le monde, évidemment. Ce tweet-ci a fait le compte des 3043 jours d'otages qu'ont dû vivre ces 4 Français. Fin du calvaire, 3 ans, 1 mois et 13 jours. Bienvenue aux otages en France. On a aussi cette réaction, ça tombe pile poil parce que forcément, juste après tous les messages de félicitations, de félicitations, de congratulations, les premières suspicions par rapport au timing, comme celui-ci, ça tombe pile poil de l'annonce de François Hollande. Effectivement, pourquoi ça tombe maintenant alors que effectivement, les sondages sont au plus bas. Je vous montre par exemple ce tweet, timing peu crédible qui arrive juste après le sondage BVA, un sondage qui donnait 26% d'opinion favorable au président de la République, l'un des plus mauvais taux pour un président de la 5e. Il y a ensuite un historiquement bas. Comme par hasard, effectivement, beaucoup d'internautes se disent pourquoi cette libération arrive-t-elle aujourd'hui. Tout de suite après, le tweet de l'Élysée qui a publié la vidéo de Hollande qui annonçait donc cette libération, et vu les commentaires désobligeants, je ne suis pas sûre que la cote de popularité du président de la République remonte tout de suite. Je vous lis le premier, par exemple, zut de zut et dire que le président n'y est pour rien. Voilà, pour les remerciements. Alors, pour l'instant, on en est là auprès des réactions. Pas de réaction du côté d'Areva ou Vinci, les maisons mères pour lesquelles ils étaient envoyés. Silence radio pour l'instant, mais je reste vigilante tout au long de ce débat pour regarder ce qui se passe sur le net. Je vous remercie beaucoup. Mathieu Mabin, François Hollande est critiqué, mais on a entendu Roland Jacquard le dire sur notre antenne. La France a quand même été très active pour obtenir cette libération de ces quatre otages. Oui, comme à son habitude en réalité. La France a sa propre manière de traiter les dossiers d'otages, qui est fondamentalement différente de celle de nos voisins anglo-saxons, les Anglais, les Américains. Roland Jacquard a évoqué la possibilité, l'hypothèse d'une intervention par la force armée. Il est impossible au moment où nous parlons d'avoir des certitudes et même d'élaborer des scénarios. Ce qu'on peut rappeler, c'est ce que l'on sait, c'est le passé. Les 2 dernières tentatives de libération d'otages par la force armée, par les forces spéciales françaises, se sont toutes traduites par des échecs et par la mort des otages, y compris à la frontière entre le Mali et le Niger il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Plus récemment en Somalie avec cet otage qui était membre de la DGSE. Et évidemment, on se souvient également de la mort de Philippe Verdon, qui est mort en détention dans des conditions qu'on n'a toujours pas éclaircies d'ailleurs, qui passe pour avoir été exécuté par ses ravisseurs. Dans le désert malien, il est murmuré qu'il serait finalement mort de maladie. Tout ça est très difficile. C'est pour ça que les témoignages des otages seront extrêmement intéressants. On va apprendre beaucoup. Non pas pour nourrir notre curiosité, mais pour en savoir plus sur les conditions de détention de ceux qui restent. Cela va être extrêmement intéressant. Quant au fait que les otages français n'aient jamais été perdus de vue par les forces spéciales françaises, on aimerait le croire. Pour avoir échangé un peu avec les militaires français pendant toute la crise au Mali, on avait vraiment l'impression qu'ils n'avaient absolument aucune idée de l'endroit où ils se trouvaient. Lorsque les équipes de France 24 se sont rendues au fin fond des Iphoras, sur la planète Mars, comme on l'a qualifié à ce moment-là, comme on l'avait surnommé à ce moment-là, les soldats français s'attendaient d'un moment à l'autre à tomber soit sur les otages, soit sur les corps des otages. L'armée française était extrêmement pessimiste quant au devenir des otages pendant la phase offensive de l'opération Serval, et a raison, puisque engager encore une fois la force française sur le sol malien alors que des otages français étaient détenus par les groupes djihadistes qui combattaient les soldats français, c'était quasiment en faire le sacrifice. Et c'était parfaitement clair dans la tête des militaires français et du président de la République. Il sera effectivement extrêmement intéressant d'entendre les témoignages des 4 otages français qui ne manqueront pas de nous les livrer au cours des prochains jours. Gauthier, effectivement, c'est une question qu'on n'arrête pas de se poser. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, les geôliers ont accepté cette libération de ces otages? On a l'impression que rien n'allait dans ce sens et qu'en fait, ils avaient tout intérêt à rester dans un rapport de force humain avec les Français, avec les Maliens, avec la force africaine au Mali et dans la région.
Alors, il y a plusieurs hypothèses pour cela. Il y a la première hypothèse qui consiste à l'exercice d'une pression telle qui aurait été faite sur les preneurs d'otages, c'est-à-dire à la fois par le côté négociation et, comme le disait Roland Jacquard, éventuellement par la présence de services secrets français opérationnels. À ce moment-là, il y a peut-être cette issue qui s'est dessinée, c'est-à-dire la volonté des preneurs d'otages de s'en sortir plutôt vivants plutôt que de périr lors d'une opération et d'une attaque prévue. Il y a une deuxième interprétation possible, c'est que la valeur marchande, et pardonnez-moi le terme, l'expression, mais la valeur marchande des otages est baissée au fur et à mesure que le temps passait. Autant ils avaient de l'importance lorsqu'ils étaient